d'abord, que dit la loi de la France sur le choix du partenaire avec lequel nous allons faire un enfant? Parce que tout n'est pas permis et il y a des interdits qui peuvent paraître même étranges pour qui lit cette loi sans y réfléchir. Pour cela, j'ai demandé à Maud Nizan de nous éclairer. Maud a travaillé beaucoup sur les problèmes de loi et de reproduction et de la famille, puisque nous avons de temps en temps ces problèmes-là au CHU de Strasbourg, et elle nous a souvent éclairés. La génétique nous impose-t-elle sa loi aussi? Quel danger y a-t-il d'épouser son cousin ou sa cousine, comme c'était extrêmement fréquent il n'y a encore pas si longtemps, même dans nos villages alsaciens? Que penser des tests génétiques pré- et post-conceptionnels pour essayer d'avoir un enfant parfait, en bonne santé, intelligent et beau? Suffit-il d'acheter du sperme de prix Nobel pour avoir un enfant intelligent? C'est Yves Alambic qui va nous répondre à toutes ces questions, et peut-être à d'autres encore. Yves est pédiatre, et il est également un des généticiens du CHU de Strasbourg. David Le Breton, que tout le monde connaît dans cette salle, car c'est un très grand fidèle du Forum européen de bioéthique, nous dira son point de vue de sociologue et nous parlera de cette évolution incroyable, de son impact pour la société. Je vous rappelle à cette occasion son abondante bibliographie et surtout deux livres, L'adieu au corps, paru chez Métallier, L'anthropologie du corps et modernité, paru aux Presses universitaires de France, et les tout derniers livres, Disparaître de soi, une tentation contemporaine, et Tenir, douleur chronique et réinvention du soi, les deux livres chez Métallier. Nous allons ensuite voyager vers le sud et nous allons donner la parole à Laurent Serrault, qui est professeure d'anthropologie à la faculté d'Aix-Marseille. Elle va nous rappeler qu'on ne fait pas seulement un enfant à deux, mais que toute la société y participe. Elle nous parlera aussi d'autres sociétés que la nôtre et de parentalités différentes. Elle est spécialiste des parentalités transgenres. Et je vous recommande son livre, qui est un livre collectif, qui s'appelle « Les parents transgenres », qui sont parus aux Presses universitaires de France. Enfin, le tout dernier qui va nous reprendre probablement, c'est Daniel Lemler, que vous connaissez tous très bien, qui est psychiatre et psychanalyste à Strasbourg et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Répondre de sa parole », qui est publié aux éditions RS. Je ne viens pas, hein, il a quelques années, mais pour le moment c'est le seul. Et le meilleur. Voilà, on va commencer par les sciences dures et je donne donc la parole à Maud Nizan. Chacun des intervenants va parler pendant une dizaine de minutes et donc Maud va nous dire la loi de la France en matière de procréation, enfin en matière de parentalité. Merci. Alors, que dit le droit sur la personne avec laquelle on fait un enfant? Notre Code civil pose le mariage comme l'acte fondateur de la famille et c'est donc dans le droit matrimonial qu'on trouvera les premiers éléments de réponse. La loi limite au minimum le choix individuel du conjoint. Certains sont contraints par leur tradition, leur religion, leur famille, la pression sociale. Mais la loi elle-même ne choisit pas pour les individus. Elle est la moins intrusive possible, mais posera quand même des limites générales afin de préserver certaines valeurs fondamentales, valeurs qui sont amenées à évoluer. La loi est générale et impersonnelle, elle s'applique à tous et n'est pas faite pour un cas particulier. Mais on la comprend mieux quand elle est appliquée au cas concret. Je vais donc me prêter au jeu de rôle pour incarner celle à qui la loi s'impose. Avec qui fais-je un enfant? Avec qui ai-je le droit de faire un enfant? J'ai de la chance d'être en France. J'ai le droit de faire un enfant avec n'importe qui. Un riche trader ou un artiste maudit, une personne à la peau claire ou un beau brun aux yeux noirs, un catholique pratiquant ou un agnostique militant, celui dont mes parents rêvaient pour moi ou son exact opposé. Mieux encore, je suis protégée par la loi pour le faire. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le droit de se marier avec la personne de son choix, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion.
Donc la loi ne choisit pas pour moi et rend les pressions qui viseraient à me contraindre à me marier illicites. Notre droit interdit par exemple à mon employeur d'insérer dans mon contrat de travail une clause de célibat. Il interdit la clause prévoyant qu'une donation serait conditionnée par mon mariage avec une personne déterminée. Mamie ne peut pas m'imposer d'épouser Charles-Édouard en menaçant de me déshériter. Les lois étrangères qui restreignent ce libre choix sont jugées contraires à notre ordre public, comme par exemple la loi islamique qui prohibe le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Je ne peux pas épouser plusieurs partenaires, certes, mais je peux faire un enfant avec autant de personnes qu'il me plaira. La loi n'impose donc que peu de limites à mes choix quant à l'autre parent que je souhaite donner à mon enfant, le minimum de limites, mais elle en définit quand même certaines et l'on discutera de leur fondement. Vous verrez que les limites imposées par la loi sont parfois incontestables et incontestées, et d'autres feront l'objet du débat car elles posent des questions bioéthiques. Venons-en à la première limite imposée par la loi. Ai-je le droit de faire un enfant avec un membre de ma famille? La loi prévoit des empêchements à mariage entre membres d'une même famille. Certains de ces empêchements sont absolus, entre ascendants et descendants, entre frères et sœurs, et d'autres peuvent faire l'objet de distances, par exemple les oncles et nièces, tantes et neveux. Lorsque l'empêchement à mariage est absolu, le lien de filiation des enfants issus d'un tel couple, quand bien même ne sont-ils pas mariés, ne peut être établi à l'égard qu'un seul des parents. Si je fais un enfant avec une personne à laquelle la loi m'empêche de me marier de manière absolue, cet enfant aura un lien de filiation avec moi, mais pas avec son père. C'est-à-dire que l'enfant d'un couple incestueux ne pourra voir sa filiation établie qu'avec un seul de ses parents, en général sa mère. L'enfant n'aura pas de filiation paternelle et sera donc discriminé au motif que des intérêts supérieurs sont en jeu et que l'établissement de ce lien de filiation porterait atteinte à l'ordre public. Question: quelles sont les motivations du législateur? Est-ce une raison eugénique, c'est-à-dire qu'on cherche à éviter la consanguinité, ou est-ce une raison morale? On pose l'inceste comme un interdit fondamental et insurmontable. Le contenu de la loi répond à cette question. La loi protège d'une part, effectivement, des intérêts eugéniques, puisque des personnes n'ayant aucun lien d'affection, mais uniquement un lien de sang, seront empêchées de se marier et leur enfant ne pourra voir son lien de filiation établi qu'à l'égard d'un seul de ses parents. Si j'ai un enfant avec un homme dont j'ignore qu'il est mon véritable père et que cette information vient à être connue, la filiation paternelle ne pourra être établie qu'à l'égard d'un de ses parents, en général sa mère, et ce même si je n'ai jamais eu de lien d'affection avec cette personne. Donc la loi cherche à éviter la consanguinité. Mais pas seulement, puisqu'elle empêche le mariage et interdit l'établissement de la filiation dans des cas où le lien de famille entre les deux parents n'est pas un lien de sang. C'est le cas pour l'interdiction faite entre les beaux-parents et les beaux-enfants, ou entre les parâtres et brus, marâtres et gendres, qui n'ont qu'un lien par alliance. C'est le cas également lorsque le lien de famille est adoptif et donc dénué de risque eugénique. Je ne peux pas faire un enfant avec mon père ou mon frère, pas non plus avec mon beau-père, même si j'ai divorcé, pas plus avec le mari de ma mère, ni avec le fils de mon ex-époux. Il va de soi que ce ne sont pas des problèmes de consanguinité qui sont ici empêchés, puisqu'il n'y a absolument aucun lien de sang. La loi protège ici des intérêts moraux, ce qui est son rôle, et que personne ne contestera ici, tant l'interdit de l'inceste est unanimement reconnu. Mais les questions posées par les lois sur la filiation scindent parfois la société lorsque les valeurs morales que l'on cherche à protéger ne sont pas hiérarchisées de la même manière pour chacun. Les uns chercheront avant tout à protéger les enfants, les autres voudront réduire les discriminations faites aux parents, mais là encore, de quelle discrimination souhaite-t-on se débarrasser en premier? Celles liées à la différence des sexes, aux préférences sexuelles, à l'accès aux nouvelles techniques médicales, aux possibilités financières. Chacun aura sa propre échelle de valeurs en fonction de son histoire, de ses croyances, de ses expériences et en fonction de son époque. Lorsque l'on prend un peu de recul sur les évolutions du droit de la filiation, on s'aperçoit que certaines valeurs protégées de manière virulente nous semblent très rapidement
lointaines et obsolètes, et qu'elles n'ont plus lieu d'être protégées par notre droit. Lors de ce forum, nous voyagerons dans le temps et nous regarderons beaucoup vers l'avenir, et je pense qu'il est intéressant également de regarder dans le rétroviseur l'évolution de nos lois sur la filiation. Ai-je le droit de faire un enfant avec une personne en dehors des liens du mariage? Il y a 20 ans, 40% des enfants naissaient hors mariage, 60% en 2017. C'était 6% dans les années 60, des enfants qui naissaient hors mariage. Alors bien sûr, nous ne sommes pas passés de 6% à 60% sans que la loi évolue. Dans les années 60, lorsqu'un homme refusait de reconnaître un enfant naturel, la mère ou l'enfant ne pouvait demander en justice l'établissement du lien de filiation que dans des cas limitativement énumérés. Ces cas d'ouverture subordonnaient la paternité à une volonté de l'homme ou à une sanction, par exemple en cas de viol. Et la procédure judiciaire pouvait être bloquée en cas d'inconduite notoire de la mère, dont les magistrats se faisaient juges. Inconduite notoire de la mère. Mon enfant méritait d'avoir un père si l'on jugeait que ma conduite et mes mœurs le permettaient. Il a fallu attendre 1993 pour que cette notion désuète quitte notre droit. Donc dans les années 60, pas évident de faire un enfant avec un homme auquel je n'étais pas mariée. Aujourd'hui, bien sûr, la distinction enfant légitime, enfant naturel n'existe plus dans notre droit. La loi, avec toujours un décalage, mais assez rapidement quand même, a suivi l'évolution de nos mœurs. Je ne suis pas mariée, certes, mais puis-je pour autant me passer du consentement de mon partenaire pour mon projet d'enfant? Ai-je le droit de faire un enfant avec quelqu'un qui n'en est pas informé? Aucun problème pour ça. La loi ne se soucie pas de la volonté du père d'avoir un enfant. Le lien juridique résulte du seul fait matériel que le père est le géniteur, et ce, même s'il a été trompé par l'assurance donnée par la mère de l'usage de contraceptifs. Cas pratique, une soirée romantique, un dîner aux chandelles, et dans le secret des alcôves, l'homme informe sa partenaire du fait qu'il ne souhaite pas d'enfant. La femme lui indique prendre une contraception. « Bouge pas », lui dit l'amoureux, « je fais venir un huissier pour constater tes dires, normal. » Et bien même s'il pouvait prouver qu'il a été piégé, un homme ne pourrait pas échapper à sa paternité, elle s'impose à lui. Des intérêts supérieurs sont préservés, notamment ceux de l'enfant, qui a le droit à ce que son lien de filiation paternelle soit établi, que son père le veuille ou non. Les femmes peuvent décider de ne pas devenir mères, y compris après la conception de l'enfant. Il n'en va pas de même pour les hommes. Continuons de parler des discriminations faites aux hommes, une fois n'est pas coutume. Ai-je le droit de faire un enfant avec quelqu'un du même sexe que moi? Moi, oui, et je suis ici mieux loti qu'un homme. Il existe aujourd'hui des moyens techniques pour faire un enfant avec une personne du même sexe que soi. Il s'agit de la PMA avec donneur de spermatozoïdes pour les couples de femmes et de la grossesse pour autrui avec don d'ovocytes pour les couples d'hommes. La loi française exige pour l'instant que le couple bénéficiant d'une PMA soit composé d'un homme et d'une femme, et elle interdit totalement la grossesse pour autrui. Le gouvernement a récemment annoncé qu'il voulait faire évoluer la loi et ouvrir la PMA à toutes les femmes, notamment aux couples de femmes. C'est déjà possible dans certains pays voisins, à savoir la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas. Donc je peux déjà me rendre à l'étranger, pratiquer une PMA avec ma femme et adopter l'enfant de mon épouse en France. Si la loi évolue, ce qui semble imminent, je ne subirai plus la discrimination financière actuelle et pourrai bénéficier de ces techniques dans mon pays avec ma couverture sociale. Par cette évolution de la loi, on cherche à réduire les discriminations, mais on n'y parvient pas de manière totalement satisfaisante, puisqu'on en crée une autre, à défaut de légalisation de la grossesse pour autrui. La loi française ne permet pas aux couples d'hommes de faire un enfant ensemble. En revanche, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes inclura aussi les femmes seules, qui pourront recourir à la PMA avec don de spermatozoïdes et donc décider de faire un enfant avec personne. Ai-je le droit de faire un enfant avec personne? Oui, car je suis une femme et que la loi me permet de cacher sa paternité à mon partenaire. Et la loi me permettra bientôt de ne pas avoir de partenaire du tout et de bénéficier d'un don anonyme de spermatozoïdes sans que je ne sois en couple. Puis-je faire un enfant avec un inconnu? Le don de gamètes est anonyme en France, de sorte que l'un des géniteurs peut être un inconnu. Fais-je pour autant un enfant avec un inconnu? Est-ce que je fais un enfant avec le donneur de gamètes? Tiens, j'ai pas défini les termes. Avec qui fait-on un enfant, nous a-t-on questionné?
Mais qu'est-ce que faire un enfant? Est-ce lui donner ses gènes? Est-ce le désirer et faire en sorte qu'il vienne au monde? Est-ce l'aimer et l'éduquer? Dans le cas du don de gamètes, qui est le parent? Est-ce le donneur de sperme ou le conjoint de la mère? La donneuse d'ovocytes ou la femme qui porte l'enfant? Le droit préserve bien sûr le couple d'intention et aucun lien de filiation ne pourra être établi entre l'enfant et le donneur de gamètes, même si l'on pouvait le retrouver, ce qui n'est pas le cas en France, compte tenu de l'anonymat absolu du don de gamètes. Le lien de filiation établi entre les parents et l'enfant sera d'une force particulière, il ne pourra pas être évoqué par la preuve biologique. On ne peut pas bénéficier d'un don de gamètes et aller contester sa paternité en invoquant que le test génétique prouve que l'on n'est pas le véritable père de l'enfant. Je peux donc faire un enfant avec un inconnu et la loi me protège l'enfant et protège le donneur de gamètes. Et surtout, je ne fais pas un enfant avec un inconnu, car je ne fais pas un enfant avec un donneur. Faire un enfant, c'est avoir l'intention de se reproduire. Mais cette intention peut-elle être différée? A-t-on le droit de faire un enfant avec une personne décédée? Ici aussi, la technique génère des problèmes bioéthiques auxquels la loi apporte des réponses. Cas pratique moins drôle que le précédent. Un couple traverse la longue et difficile épreuve de l'aide médicale à la procréation. Tous ceux qui ont fait ce parcours ou qui ont connu un membre de leur entourage qui ont traversé cette épreuve savent à quel point il faut que le désir d'enfant soit fort pour l'endurer. Ils connaissent aussi le nombre incalculable de fois où le couple va devoir montrer sa détermination, réaffirmer son désir d'enfant à chaque piqûre, à chaque ponction, à chaque transfert. Le couple de notre cas pratique a enfin des embryons après des années de parcours du combattant. Premier transfert, échec. Deuxième transfert, pas de grossesse. Il reste 3 embryons quand le mari décède malheureusement dans un accident de la route. La dame souhaite qu'on lui transfère les embryons issus de son projet avec son défunt mari. Eh bien, notre loi empêche le transfert des embryons restants, ne laissant à la dame que le choix de les donner ou de les détruire. Après un avis favorable du Conseil national d'éthique, la loi a failli être modifiée, mais le Sénat a bloqué cette possibilité, qui existe pourtant dans plusieurs pays européens. Parlons d'histoire moins triste et réjouissons-nous du fait que certains s'aiment suffisamment pour désirer faire un enfant avec eux-mêmes. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. A-t-on le droit de faire un enfant avec soi-même? La technique ne le permet pas encore, mais il semble que ça ne soit qu'une question de temps. Et la loi de bioéthique de 2004 a interdit le clonage reproductif et le punit lourdement de 30 ans de réclusion criminelle. Le législateur a fait du clonage reproductif l'un des pires crimes de notre code pénal, pour de multiples raisons qui tiennent à l'instrumentalisation de la personne qui naîtrait de cette technique, à la question identitaire que cela poserait, au risque eugénique qui en découlerait. Et finalement, le gourou Raël, avec ses annonces farfelues, nous a plutôt rendu service, puisqu'à lui tout seul, il démontre les motivations sous-jacentes et le gouffre fou qui s'ouvrirait sous nos pieds. Reste à savoir si la loi suffira à empêcher l'évolution de la technique. Donc notre droit tente de s'adapter aux évolutions très rapides de nos mœurs et de nos techniques scientifiques. Les limites imposées sont parfois acceptées et souhaitées par tous ou presque. C'est le cas pour l'inceste et pour le clonage reproductif. Elles sont parfois plus difficiles à définir ensemble. Pour certains, l'évolution du droit met en danger leur schéma traditionnel de la famille. Pour d'autres, la loi est trop lente à redéfinir les contours de la famille telle qu'elle devrait être désormais, c'est-à-dire polymorphe. Quoi qu'il en soit, la loi, plus que jamais, doit composer avec les aspects sociologiques et biologiques de la filiation, et je me réjouis d'entendre les spécialistes de ces questions. Bravo Maude pour ce tour complet de la question, et je donne la parole à Yves Alambic qui va nous parler génétique. Après avoir entendu cet exposé extrêmement complet, je me suis moi-même posé la question de comment est-ce qu'en tant que généticien on pouvait aborder cette vaste question, et j'ai d'abord été regardé dans ce qui se faisait par le monde, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique.
Et j'ai pu constater que les sociétés sont très très diverses, aussi bien du point de vue de leur histoire que de leur culture, comme par exemple le fait que plus d'1 milliard d'êtres humains sont nés de couples consanguins, et que dans de grandes parties du monde, en particulier en Inde, presque 1 milliard également de personnes sont nées de mariages arrangés. Et ça ne c'est pas que l'Inde. Mariage arrangé, qui veut dire que les gens ne décident pas pour eux-mêmes. Dans l'introduction qu'a donnée Michel Valkifé, elle a expliqué qu'on n'épousait peut-être pas le prince charmant, mais qu'elle voyait 2 personnes qui faisaient un choix. Or, dans beaucoup de pays du monde actuellement encore, les gens ne font pas de choix. Je vais évoquer donc le problème de la consanguinité, d'une part, le problème également des fantasmes eugéniques du XXe siècle, et qui permettra d'évoquer les bébés Nobel, également une expérience des années 35 à 45 en Allemagne, le Lebensborn. Et je vais essayer de voir ce qu'on peut en penser du point de vue de la génétique. Tout d'abord, ce qui a été évoqué par Maud Nizan, c'était l'inceste à un moment. Et la question que je me suis posée, c'était est-ce que la prohibition de l'inceste avait une base biologique ? En fait, la prohibition de l'inceste n'a aucune base biologique. C'est, comme le dit Claude Lévi-Strauss, en fait un élément fondateur dans les sociétés et qui permet d'éviter que toutes les familles soient, dans une situation où on puisse faire tout avec n'importe qui. Ça permet, en étant de manière très positive, de bloquer un certain nombre de mariages pour que la famille puisse avoir des relations d'entraide à l'intérieur de la famille sans avoir de relations sexuelles. Donc c'est un tabou qui est universel dans toute société, qui va prendre différentes formes selon les formations sociales. Par exemple, dans certaines sociétés, un homme peut se marier avec sa nièce, mais un neveu ne peut pas se marier avec sa tante. Alors que c'est exactement, du point de vue biologique, la même chose. Mais c'est pas possible. Alors donc les mariages arrangés, ils existent dans des sociétés qui sont soit endogames, on peut dire qu'il y a beaucoup de consanguinité là-dedans, mais également de manière exogame, où on va chercher des liens d'alliance par ces mariages arrangés, et là aussi, biologiquement parlant, il n'y a aucun problème. Alors voyons maintenant le problème de la consanguinité. Pourquoi la consanguinité augmente-t-elle le risque d'apparition de certaines maladies génétiques, et en fait dans quelle proportion? Ce qu'on sait, c'est que les enfants qui sont issus d'unions consanguines, c'est-à-dire entre personnes apparentées, ont effectivement un risque accru de présenter certaines maladies, qui sont des maladies génétiques. On peut dire qu'il y a environ 8000 maladies génétiques connues actuellement dans le monde, mais que pour les unions de mariage consanguin, ça concerne essentiellement 3 à 4 000 cas qui sont ce qu'on appelle les maladies récessives. On va un peu détailler tout ça. Donc, c'est l'hérédité des mutations qui permet d'expliquer ce phénomène. Et tout d'abord, que c'est qu'un gène? Un gène, c'est une unité responsable de l'hérédité qui va contrôler des caractères, des aptitudes propres à un organisme et qui va être transmis à la génération suivante. Des maladies récessives, donc dans le cadre de la consanguinité, ne vont s'exprimer que si le gène est reçu à double exemplaire, puisque les gènes sont reçus l'un venant du père et l'autre venant de la mère. Quand il est reçu à double exemplaire, il va s'exprimer, et s'il est muté, il va provoquer une maladie. Alors que chez les deux parents, il n'existe qu'un seul exemplaire sous forme mutée, et comme l'autre gène, puisque chacun a 2 gènes, l'autre gène protège de l'apparition de la maladie. Quand un gène responsable d'une maladie génétique existe déjà dans une famille, le mariage entre cousins va faciliter l'éclosion de la maladie, et ces anomalies vont se trouver en quelque sorte concentrées dans la famille en raison de leur transmission héréditaire. Et effectivement, les maladies génétiques sont plus fréquentes chez les enfants qui sont issus d'une union consanguine, parce que plus le lien de parenté est proche, plus le risque éventuellement d'avoir un allèle muté, un gène muté, est fréquent. Par exemple, certaines maladies existent à raison de 1 cas sur 1 million dans la population mondiale, et dans le cas de certaines populations ou de certaines familles, on va se retrouver à plusieurs cas dans la même famille.
Ceci explique pourquoi, pour les généticiens, en cas de pathologie génétique connue dans une famille, il peut sembler souhaitable de rencontrer un conseiller en génétique ou un généticien afin de faire le point sur le risque pour une prochaine grossesse. Ceci va permettre d'évoquer les tests génétiques qu'ils vont proposer dans ce cas, mais souvent, en fait, après avoir fait l'arbre généalogique, on se rendra compte qu'on a besoin uniquement de rassurer sans forcément aller plus loin. Alors on va évoquer plusieurs situations. Si on n'a pas de notion de pathologie familiale en cas de consanguinité, le risque pour une prochaine grossesse est considéré en fait comme très faible. Il est évalué à peu près au double de celui d'une grossesse dans un couple non apparenté. Donc c'est très peu en fait. Dans ce cadre, on risque d'avoir prochainement en France la possibilité de faire un test génétique, non pas pour une maladie, pour quelques maladies qui sont assez fréquentes dans la population, ce qui pourrait sembler logique. Par exemple, rechercher systématiquement le risque de mucoviscidose dans le cadre de la consanguinité, parce que le gène est assez fréquent dans la population. Alors on pourrait se dire, si deux personnes d'une même famille ont une relation, le risque que ce gène soit un peu plus concentré fait que le risque de mucoviscidose soit assez élevé. Mais en fait, non. On peut maintenant, et en particulier aux États-Unis, dans cette société très libérale, on peut faire que grâce à un laboratoire privé, on peut chercher bientôt 500, 600 maladies différentes, et on envoie à titre privé et en payant son sang, et on peut recevoir des résultats directement à la maison d'un laboratoire. Le problème, c'est l'interprétation. Qui va interpréter ça? D'abord, est-ce que ça concerne réellement des maladies graves? Que des maladies graves? Que des maladies où justement on pourrait se dire ce sont des enfants qui sont tellement malheureux, tellement gravement malades qu'ils ne devraient pas vivre, ou qu'il ne serait pas souhaitable qu'ils viennent au monde, ou des maladies où la particulière gravité, qui est un terme très important dans notre jurisprudence, n'est pas aussi importante que ça. Et d'autre part, qui va interpréter les résultats? Le couple qui reçoit les résultats ou le service de génétique français auquel le couple va s'adresser? Ça, c'est donc une première partie qui est éthiquement très difficile à analyser, qui va certainement poser problème pour les lois de bioéthique qui vont être réactualisées. La deuxième chose, c'est en cas d'affection connue, avec la notion d'une pathologie familiale existante déjà. Dans ce cas-là, la consultation devient très utile. Imaginons que dans une famille, il y ait un enfant qui présente une maladie génétique. Alors il est important d'informer correctement le couple du risque qu'il encourt pour une prochaine grossesse. Ce couple qui a déjà eu un enfant, ou ses cousins, ou les sœurs de madame, les sœurs de monsieur, les frères, etc. Surtout s'il y a d'autres mariages consanguins. Le généticien, à ce moment-là, doit analyser la situation, évaluer les risques, voire l'éliminer à nouveau, et rassurer. On va également évaluer la gravité de la situation de cette maladie, en expliquant les risques d'expression variable des maladies. Et une discussion va permettre au couple de comprendre les risques et les choix de couple qui s'offrent à eux. Et c'est eux qui vont décider en dernier recours de ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Dans ces cas-là, en cas de grossesse ou en cas de volonté de grossesse, on leur proposera deux possibilités. Soit de faire un diagnostic prénatal et de vérifier si le fœtus est porteur ou non de l'affection qu'ils craignent. Et à ce moment-là, ils auront en France, si la maladie est d'une particulière gravité, la possibilité, avec l'accord d'un centre de diagnostic prénatal, il en existe dans toutes les grandes régions françaises, de décider d'une interruption médicale de grossesse ou non. Et ils auront la possibilité également de ne pas décider d'interruption médicale de grossesse si leur fœtus est atteint et qu'ils ne souhaitent pas. La deuxième possibilité, c'est de faire une fécondation in vitro, donc avant toute grossesse, et d'analyser les embryons qui sont issus de cette fécondation in vitro et d'implanter éventuellement un embryon non muté porteur de l'affection. Ceci permet d'éviter, pour certains couples qui ne souhaitent absolument pas un diagnostic prénatal et le risque d'avortement, qu'on appelle une interruption médicale de grossesse, eh bien d'éviter ce type de choses. C'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est possible. Et puis il existe des situations particulières à l'échelle d'une population, ou bien dans une île, ou dans une ethnie, et on a concentré alors dans une population particulière les allèles, c'est-à-dire des gènes mutés, et les mariages sans être réellement consanguins, en fait, sont beaucoup plus à risque que dans la population mondiale d'avoir un enfant atteint d'une certaine maladie. Je vais donner quelques exemples.
Un exemple qu'on connaît, c'est les Amish, dont une partie vient de la région des Vosges, et sinon de Hollande, avec une population ménonite qui s'établit autour de Philadelphie. Et on sait que dans cette population-là, il s'égrège une myopathie très particulière, qui est extrêmement rare dans le reste de la population mondiale, mais qui chez eux existe. Mais il existe également un gène de longévité plus important que dans le reste de la population, qui est très fréquent dans cette population. Et effectivement, parmi les Ménonites, les Amish, on a pas mal de gens qui vivent très vieux. On pourrait dire donc qu'on a sélectionné une possibilité de quelque chose de plus positif, si on estime que vieillir est quelque chose de positif. Et puis on a une autre maladie qui s'appelle la maladie de Tay-Sachs, là qui survient dans une autre population de juifs orthodoxes de la région de New York, et qui donne une maladie neurologique métabolique extrêmement grave. Et dans cette population, où les mariages se font de manière assez arrangée depuis des générations, on s'est mis en quête de la possibilité d'éviter ce type d'union. Et à partir de 1957, donc il y a maintenant 60 ans, on a établi des registres, un registre de ces personnes qui sont porteuses du gène muté. On a établi donc un dépistage systématique et organisé la possibilité d'éviter des naissances d'enfants porteurs de cela. De manière beaucoup plus fréquente, on a une maladie qu'on connaît bien, qui est la maladie de la mer Méditerranée, la thalassémie, la bêta-thalassémie. Et dans cette population méditerranéenne, où elle est très fréquente, elle peut conduire à une forme extrêmement grave d'anémie. Et pour éviter des naissances extrêmement fréquentes de cette infection, dans deux populations en particulier, à Chypre et en Sardaigne, on a là aussi établi un dépistage systématique des jeunes et la possibilité, avec un registre, de savoir avec qui on se mariait et quels étaient les risques. Et dans ce cas-là, à nouveau, on établit les différentes possibilités. On explique aux jeunes qui se marient ou qui veulent avoir un enfant que le risque d'avoir un enfant porteur de cette mutation est élevé à temps, les possibilités qui s'offrent à eux de diagnostic prénatal, de diagnostic pré-implantatoire, en sachant actuellement que dans cette maladie-là, d'autres possibilités existent et qu'on peut imaginer des possibilités de thérapie génique qui commencent à exister et également des possibilités de greffe une fois que l'enfant naît. Donc on n'est pas à nouveau des choses qui sont en amont mais des choses qui sont en aval. Enfin, dans tout cela, il me paraît important de faire une enquête familiale et de rechercher la maladie chez les autres membres de la famille dans toutes ces cas de consanguinité. J'ai encore un peu de temps ? Alors, certaines sociétés pratiquent toujours les mariages entre personnes d'une même famille et une estimation grossière montre que ceci concerne environ 1 milliard d'êtres humains et en particulier au Pakistan, il s'agit d'à peu près 70% des gens qui sont mariés entre cousins dans des clans très particuliers, mais également au Maroc, en Turquie, on est à 25-30%. Quand les gens viennent habiter en Occident, le taux de consanguinité baisse rapidement, mais reste quand même plus élevé que la population. Juste un exemple également de ce problème de la consanguinité qui montre que le taux d'anomalie génitale est augmenté en cas de consanguinité. Une étude que vous pouvez lire plus abondamment qui a été faite par des généticiens et des pédiatres, des gynécologues à Bradford en Angleterre, où il y avait un taux de consanguinité très élevé. Effectivement, en dehors des problèmes de l'obésité, du tabac, de l'alcool, la consanguinité des familles pakistanaises provoquait une augmentation des risques d'anomalies congénitales. Mais il est important de savoir que dans les familles blanches, britanniques, au-dessus de 35 ans, on observait exactement le même type, la même proportion d'anomalies congénitales et que largement plus élevé était le risque d'atteinte d'anomalies congénitales à cause de l'alcool qui touche en fait 4% de la population mondiale. Donc ça n'a rien à voir avec le faible risque d'augmentation de la consanguinité. Je voudrais terminer juste par cette notion de fantasme eugéniste, puisque dans les années 30, en Allemagne, dans cet eugénisme actif d'État autoritaire, on a créé des sortes de centres où des femmes pouvaient avoir la possibilité autoritaire d'avoir des unions avec de beaux Aryens blonds dans l'espoir de créer une race supérieure qui est la race aryenne. On sait ce qu'il en est advenu. Et d'autre part, dans les années 1980, un homme a essayé d'obtenir que des prix Nobel donnent leur sperme. Ça n'a pas beaucoup marché. Et comme ça n'a pas beaucoup marché, il s'est adressé à des jeunes scientifiques pleins d'avenir, à des jeunes sportifs, pour en fait avoir une procréation.
je termine donc avec des femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de milieux intellectuels. Un médecin qui peut peut-être aller voir ce qui se passe, il y en a beaucoup dans la salle. Merci. De milieux intellectuels élevés. Ça a donné lieu entre 1980 et à peu près à 219 enfants qui sont nés, mais on n'a pas constaté d'enfants exceptionnels, on a juste constaté qu'il s'agissait d'enfants qui vivaient dans des familles aimantes, qui étaient très très attentives à eux et qui globalement ont une vie à peu près la même que tout le monde. Donc je voudrais juste conclure tout cela en disant que les risques inhérents à la consanguinité entre cousins germains ou issus de germains devraient être exposés par nous les généticiens avant la conception, mais au même titre que ceux qui sont causés par la consommation de tabac, de cannabis, d'alcool, bien plus important, je le répète, et de certains médicaments pour les femmes enceintes, que les mariages consanguins sont des pratiques courantes dans de nombreuses populations qui totalisent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, et qu'on ne va certainement pas changer les manières diverses de s'unir dans les sociétés, et que ce n'est certainement pas notre place. On peut juste, nous, en tant que généticien, expliquer, proposer un éventuel dépistage, voire un diagnostic fœtal ou de l'embryon par le DPI. Et je terminerai en disant qu'avant la modification de ces lois de bioéthique, il faut vraiment se méfier des tentations eugénistes de tout vouloir prédire avec la possibilité d'utiliser de multiples tests de dépistage hors contexte. Merci. Merci Yves, tu as donné de quoi faire une excellente transition puisque tu as parlé des sociétés et de leur attitude vis-à-vis de l'Union. Qu'en pense David Le Breton ? Beaucoup des questions de bioéthique que nous nous posons aujourd'hui naissent dans les années 80, à la fin des années 80, et à un moment où nos sociétés connaissent une transformation sociale extrêmement profonde. C'est l'émergence d'une individualisation croissante, une individualisation du lien social, une individualisation donc du sens. C'est le retrait des cultures de classe, le retrait des cultures régionales, des cultures nationales. De plus en plus, donc, nous sommes chacun, en tant qu'individu, les maîtres d'œuvre de l'existence avec laquelle, de l'existence que nous souhaitons mener. C'est nous qui décidons de nos valeurs, nous décidons des significations avec lesquelles nous allons vivre. D'ailleurs, le corps subit à ce moment-là également une transformation profonde. Ce n'est plus le corps inéluctable, lieu de l'identité et inexorable, c'est plutôt un objet, une matière première que nous allons commencer à façonner, à modeler. Le temps me manque évidemment pour évoquer toutes les pratiques de transformation du corps qui naissent dans ces années-là, mais elles sont nombreuses. Elles traduisent également le fait de construire un monde tel que je le veux, tel que mon désir l'impose. Et puis, les technologies viennent évidemment à l'appui de ces désirs d'individualiser et de mettre un monde à la hauteur de ses rêves. Et c'est la thématique, donc, dans la seconde partie des années 80, de l'enfant choisi, programmé. C'est le thème du magasin des enfants, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux, collectif que dirigeait Jacques Testard. C'est la manufacture, en quelque sorte, des enfants. Et au-delà, c'est une transformation profonde de la famille, du statut de la famille. On passe de la famille avec 4 ou 5 enfants qu'on a connus pendant très longtemps à une famille où désormais on choisit d'avoir un enfant ou maximum 2. Mais c'est aussi une famille qui devient beaucoup plus précaire, qui est plus fondée sur l'amour que sur l'institution, et avec donc énormément de divorces, de séparations, etc., qui vont au-delà d'ailleurs de la thématique d'aujourd'hui, poser la question du statut des enfants et d'autres, enfin le mal de vivre sans doute d'un certain nombre d'enfants. Et donc cette deuxième partie des années 80, c'est l'émergence des PMA, puisqu'elles naissent en France dans les années 82. Alors les PMA, procréation médicalement assistée, c'est une manière de pallier à la stérilité, en tous les cas à ce qui est posé comme une stérilité, puisque cette notion a fait l'objet d'innombrables débats, et d'ailleurs stérilité devrait toujours s'écrire au pluriel, mais bon, j'ai pas le temps de développer aussi cette idée-là. Mais on peut s'interroger sur le fait que la stérilité n'est absolument pas une maladie, et d'autre part que le fait de mettre au monde un enfant n'est absolument pas une guérison de cette maladie. Vous voyez, donc nos sociétés ont fait à un moment un choix de valeur d'une certaine manière, plutôt que de favoriser l'adoption
ou de favoriser le don d'enfants comme on le rencontre dans beaucoup d'autres sociétés humaines, nos sociétés ont choisi des procédures technologiques pour qu'un couple puisse mettre un enfant au monde. Dans ces années-là également émerge une autre problématique qu'on a commencé à aborder, c'est celle du clonage. Le clonage, c'est la version moderne du double, en quelque sorte, de l'imaginaire du double. C'est le rêve d'une multiplication infinie de soi, ou plutôt d'un fantasme de soi, évidemment. C'est la reproduction sous la forme du bouturage, un peu à l'image des plantes. Donc c'est une procréation sans autre, sans altérité, sans sexualité, sans corps, uniquement sous l'égide de la technologie, avec en plus un contrôle de qualité, si on peut dire, sur le produit, puisque l'enfant se transforme très souvent dans nos sociétés en produit. C'est une reproduction donc sans souillure, propre, c'est un triomphe du puritanisme, et c'est un enfant également qui est perçu comme un calque de soi, un double de soi, un décalque de soi, un alter ego. C'est le triomphe aussi du narcissisme, avec sans doute aussi une démarche naïve, puisque même si on imagine que le clonage existe un jour, évidemment les conditions d'éducation de l'enfant qui naîtra sont fondamentalement différentes de celles de la personne qui aura donné ces gènes. De ce point de vue-là, on n'a pas trop de crainte à avoir, mais sauf pour l'enfant, l'idée d'être le décalque de quelqu'un d'autre, la photocopie de quelqu'un d'autre, ce qui avait amené d'ailleurs Jean Baudrillard à l'époque à dire finalement ce sont des gamins qui n'auront pas du tout de complexe d'Oedipe, mais ils auront une sorte de complexe du miroir qui les amènera à, pour pouvoir enfin exister, tuer leur double qui est devant eux, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative pour eux d'une certaine manière. Et en même temps, donc, cet imaginaire du double, il faut rappeler que c'est un imaginaire de mort. Il y a Otto Rank, autrefois, dans la psychanalyse, qui a écrit un texte magnifique sur le sujet, que la psychanalyse n'a pas repris, enfin que d'autres psychanalystes n'ont pas énormément repris, mais dans toute l'histoire des mythes ou de la littérature, le double est systématiquement associé à la mort. Hein, c'est l'étudiant de Prague de Evers, c'est l'homme sans ombre de Camusot, il y a des nouvelles de Maupassant, de Dostoïevski, etc. Donc le double, c'est la mort, quoi. Il y en a un de trop quand il y a un double, et le clonage, c'est vraiment cet imaginaire du double. Un autre point, je vais très vite évidemment, un autre point qui est aussi très intéressant à aborder en l'occurrence, qui émerge dans ces années-là, toujours 80-90, c'est le thème du sperme des Nobel, et qui se traduit aujourd'hui plus par le choix de mères porteuses belles et intelligentes, ou des donneuses de gamètes également qu'on va choisir sur Internet en fonction de leur qualité intellectuelle ou physique. Bon, pour objecter à ça, il y a cette histoire qu'on a souvent racontée, je vous la rappelle, hein, vous la connaissez tous, imaginons un prix Nobel du style Einstein qui est sollicité par une femme très belle du style Marilyn Monroe qui lui dit « faisons un enfant ensemble, il aura votre intelligence et il aura ma beauté ». Mais Einstein répond « non, on court un sacré risque, c'est qu'il ait ma beauté et qu'il ait votre intelligence ». Voilà. Donc vous voyez, pour objecter à ce genre de théorie, finalement, l'humour est aussi d'une très grande efficacité. Un autre point qui m'avait aussi énormément intéressé à l'époque, c'est l'ectogenèse, c'est-à-dire la gestation hors corps. On est toujours dans le fantasme de l'adieu au corps, de l'hyperpuritanisme, et en même temps d'un vieux fantasme de l'histoire de l'humanité qu'on trouve déjà chez les Grecs, dans une pièce de Sophocle dont je n'arrive plus à me rappeler du titre, mais à un moment donné, il y a un personnage qui dit « Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils doivent naître d'une femme ». Et donc, on peut d'ailleurs analyser aussi la naissance de l'obstétrique, etc., comme une sorte de revanche, entre guillemets, des hommes sur les matrones, etc. Bon, c'est un autre sujet, mais en tous les cas, là, ce fantasme d'ectogenèse est vraiment très, très révélateur. Le fantasme de ne plus naître des femmes. Je vous cite juste deux, trois... Je vais très vite d'un auteur, enfin d'un médecin de l'époque, dont je vous tairai le nom charitablement, qui défendait dans ces années 80 l'idée de la gestation, de la machine à mettre des enfants au monde en quelque sorte, et qui disait par exemple... donc il renvoyait par exemple les grossesses à la poésie rétro de grand-maman. C'est ce l'emploi, les mots qu'il utilise. Il condamne à la désuétude les femmes animées, je cite, de sentiments romantiques et nostalgiques qui formuleront des objections d'ordre psychologique. Vous voyez, une manière assez expéditive de faire l'éloge de l'ectogenèse.
Voilà. Autre question également qui est présente dans ces années-là, c'est la grossesse masculine. D'ailleurs, merveilleusement retracée par Jacques Demy dans son film « L'événement le plus spectaculaire depuis que l'homme a marché sur la Lune », où on voyait Marcello Mastroianni avec un ventre de plus en plus gros. Donc le fantasme, là, effectivement, de s'approprier de manière radicale la naissance pour ne plus la laisser aux femmes. Bon, on sait que dans les cultures humaines, il existe déjà les rituels de couvade qui permettent aussi aux hommes de participer de façon très intense à la mise au monde de leur enfant, à l'accouchement, etc. Mais là, c'est vraiment au pied de la lettre que ce soit les hommes qui accouchent en quelque sorte de l'enfant. Et on peut dire d'ailleurs que c'est fait, puisque un certain nombre d'hommes ont en effet accouché d'enfants. On est là dans la mouvance transgenre dont nous parlera sans doute Laurence tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui sont nées femmes, entre guillemets, qui sont devenus hommes, entre guillemets, à travers des procédures hormonales et autres, mais qui avaient gardé leur utérus. Et en 2008, pour la première fois, donc un homme a mis au monde un enfant, et d'autres ont également suivi. Et puis pour terminer mon propos par rapport à ce qui peut faire quand même encore aujourd'hui polémique, c'est le thème des mères porteuses, c'est le thème des grossesses pour autrui. Mais évidemment, le sondage de la Croix et du Forum européen de bioéthique dont nous avons eu les résultats il y a quelques semaines sont quand même assez saisissants, puisqu'on découvre avec stupeur que 64% des Français sont aujourd'hui favorables aux mères porteuses. 64%. C'est un chiffre absolument hallucinant et qui pose évidemment des tas de problèmes anthropologiques et des problèmes aussi de société, mais qui m'a évoqué aussi le grand livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui date de 1932. Bien entendu, parce qu'il y a l'ectogenèse déjà, c'est la fabrique, c'est le magasin des enfants où on produit tout un tas d'enfants sans plus jamais passer par la sexualité et par le corps. Mais il y a un moment, moi qui m'a toujours frappé dans la lecture de ce livre, quand une classe vient visiter ces magasins d'enfants et où leur professeur dit à ses enfants, vous imaginez, autrefois les êtres humains étaient vivipares. Et tous les gamins se disaient quelle horreur qu'on pouvait se donner naissance de cette manière-là. Je crois que Huxley avait très très bien compris, en effet, qu'il y a un moment où sans doute les technologies nous révulsent et nous choquent profondément, mais progressivement il y a une forme d'acceptabilité, et là qui en l'espace d'une dizaine d'années donc a rendu ce qui était absolument intolérable pour nous autres Français, l'idée de payer une femme qui va mettre un enfant au monde et le donner à une femme. Aujourd'hui, ça devient absolument pensable, banalisé même. Voilà, un certain nombre de problèmes que je voulais poser. David, on rediscutera de ça abondamment dans d'autres tables rondes. Et en tout cas... C'est à Laurence maintenant de nous parler. Laurence qui est anthropologue à Aix-Marseille. Merci. Alors si on reprend cette question, avec qui fait-on un enfant? C'est une question vraiment très intéressante. Parce que c'est une question qui a une dimension personnelle et subjective forte. Peut-être que là, parmi nous, on s'est posé un jour cette question dans nos vies. Avec qui on va faire un enfant concrètement? Peut-être avec le partenaire qu'on a, mais il est bien, mais peut-être pas pour être le père ou la mère de nos enfants. Ça m'a fait penser aussi au travail de Manon Vial, que vous allez entendre à la fin de la semaine, qui a fait une très belle thèse soutenue récemment sur les infertilités dites tardives. Et elle montre comment un certain nombre de femmes qui, effectivement, ont attendu de trouver le bon partenaire, se trouvent effectivement en PMA, un peu coincées, parce qu'il y a une limite d'âge, parce que, etc. Mais trouver le bon partenaire, c'est pas toujours simple. Donc, une question personnelle. Mais aussi une question très anthropologique. Et la poser, ça fait référence tout de suite à des normes sociales, à un système de parenté. Chaque société a un système de parenté qui définit les filiations d'une manière ou d'une autre, des filiations bilinéaires, comme dans notre société, on est parents des deux côtés, des filiations unilinéaires, on n'est parents que d'un seul côté. Donc, ça fait référence à des règles de filiation. Évidemment, choisir un partenaire pour être
parent avec soi, c'est choisir d'abord un conjoint dans la plupart des sociétés. L'inscription dans une union légitime, même si ça déborde, dans nos sociétés, comme l'a dit Maud Nizan, mais aussi dans d'autres. Là, il faut faire référence effectivement à l'interdit, puisqu'il y a des conjoints qui sont interdits de l'inceste, si on veut résumer cette interdiction, les ascendants, les descendants, mais pas seulement. L'interdit de l'inceste aussi, comme l'a rappelé mon voisin généticien qui a fait mon travail d'anthropologue en citant Lévi-Strauss, qui est au fondement de toute société, qui est au fondement du passage de la nature à la culture. Mais il ne s'agit pas d'interdire un certain nombre de conjoints. Dans beaucoup de sociétés, il s'agit d'en prescrire certains. Et donc, on va trouver aussi des sociétés où l'on dit qui l'on doit choisir. Et il y a effectivement des choix qui peuvent nous sembler particuliers dans certaines sociétés. On va privilégier les cousins, pas tous les cousins d'ailleurs, les cousins parallèles plutôt que les croisés, ou l'inverse, les cousins croisés plutôt que les cousins parallèles. Donc il y a effectivement des gens qui se profilent comme étant ceux qu'on attend pour faire famille. Alors, si j'essaie de répondre à cette question, avec qui fait-on un enfant, d'une manière anthropologique, peut-être qu'il faut distinguer procréation et engendrement. Procréation, avec qui ? Avec quelqu'un, évidemment, qui dispose de gamètes et ou de moyens de mener une grossesse. Même sans une biologie scientifique comme la nôtre, c'est-à-dire où on sait que c'est un spermatozoïde, un ovocyte, etc., qui font leur petite tambouille entre eux, sans cette biologie scientifique, dans toutes les sociétés, on a pensé un mélange des substances qui disaient effectivement ce partenariat pour faire un enfant, qui c'est la mère qui donne le sang, le père les os, etc. Il y a l'idée que, effectivement, les deux partenaires proposent quelque chose dans cette création. Même parfois, c'est pendant la grossesse, par exemple, que le père nourrit le fœtus avec son sperme via la sexualité avec la mère. Donc, un mélange des substances, un mélange des gamètes, dirait-on, de notre point de vue. Mais il y a aussi un problème de penser les choses de ce point de vue et seulement de ce point de vue. C'est qu'il est difficile de penser que faire un enfant, c'est seulement une question de gamètes. Et c'est là que arrive la notion d'engendrement, et qui peut désigner le fait de mettre au monde un enfant humain, c'est-à-dire un enfant qui s'inscrit dans une famille, qui s'inscrit dans une parentèle, une famille au sens large, avec tous les parents élargis, pas simplement dans la ligne de filiation directe, qui s'inscrit dans un groupe social particulier. Il y a toujours un au-delà de la simple procréation. Et là, il y a des exemples qu'on pourrait donner de différences, de césure, effectivement, entre cette dimension de la procréation et la dimension de l'engendrement. Un seul exemple, parce qu'il est très connu, et peut-être, du coup, vous le connaissez aussi, mais je le rappelle. En Afrique de l'Est, dans certaines sociétés, il y a ce qu'on appelle des mariages de femmes. En fait, une femme stérile qui ne peut avoir d'enfant devient l'époux, et je dis bien l'époux, d'une autre femme, de façon à ce qu'elle puisse, elle aussi, avoir une descendance. Elle sera le père des enfants de son couple. On voit bien là qu'il y a une césure, y compris dans des sociétés qui n'ont pas de PMA, entre la dimension de procréation et la dimension d'engendrement. Personne n'ignore dans ces sociétés que cette femme époux n'est pas le géniteur de ses enfants. Évidemment, nous, la résonance contemporaine avec cette césure-là, c'est les PMA, les procréations médicalement assistées.
Et ça renvoie à une question qui est aussi une question d'actualité qui se pose, celle de l'anonymat des donneurs. Puisque derrière les gamètes, il y a toujours des personnes. Et ça compte. On ne peut pas, comme ça, peut-être, mettre de côté des personnes, en tout cas les réduire à leurs gamètes. Ça ne nous apparaît pas très bien quand il s'agit des hommes qui donnent leur sperme. Mais quand il s'agit des femmes qui donnent leurs ovocytes, c'est un peu plus compliqué que de donner son sperme, de donner ses ovocytes. Ou quand il s'agit de faire un don de gestation, de porter un enfant 9 mois pour d'autres, on voit bien qu'il est très difficile d'éliminer ces personnes qui donnent quelque chose pour qu'un enfant vienne au monde. Ce serait, par exemple, dans la gestation pour autrui, même assez scandaleux. Donc, sans faire des donneurs, sans faire des géniteurs des parents, puisqu'on nous a rappelé dans notre système de droit qu'ils n'étaient en aucun cas des parents, quelle place est-on prêt à accorder à ces donneurs? C'est une question qui se pose effectivement à nous aujourd'hui. Pour conclure, peut-être rappeler une expression de Maurice Godelier, qui a écrit un ouvrage formidable qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté », et qui nous rappelle que dans aucune société, 2 personnes ne suffisent pour faire un enfant. Étrange, parce que bon, voilà, procréation, bien non. Dans beaucoup de sociétés, il y a un tiers qui va intervenir pour effectivement faire un enfant. Dans certaines sociétés, ça va être des êtres surnaturels, un esprit quelconque qui arrive et qui, effectivement, fait qu'une femme est enceinte. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'un homme est intervenu quelque part. Maurice Godelier a aussi fait référence dans le christianisme à Dieu. Effectivement, faire un enfant chrétien, c'est lui donner un surplus de spiritualité. Ce n'est pas ses 2 parents qui le lui donnent. Et ça nous rappelle, quel que soit notre système de croyance, qu'on croit à Dieu, aux esprits ou à rien de tout ça, ça nous rappelle en tout cas quelque chose qui est important, c'est que faire un enfant humain, ce n'est jamais simplement créer un être, c'est toujours autre chose. Merci de votre attention. À notre psychanalyste de service de prendre la parole. Il y a les pompiers. Daniel. Mon fiston n'est pas là. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a le pompier de service et il y a le psychanalyste de service. Ma fonction, psychanalyste de service. Je dirais, pour introduire les choses, que les enjeux du débat, des débats, et en particulier des débats de bioéthique, dépendent aussi de la conception de l'homme que l'on a, que l'on défend. En ce qui me concerne, et c'est un peu ce que je représente dans des débats dits scientifiques, c'est la question de l'homme qui se définit comme un être parlant avec un embryon de conscience d'être, ce qui certainement le différencie des autres espèces vivantes, mais aussi avec quelque chose de particulier, c'est que cette conscience d'être, avec l'illusion qu'on a de tout maîtriser, et en particulier le réel, de maîtriser la nature, de maîtriser la mort, de maîtriser la naissance, on voit aussi comment la nature nous répond, que cette illusion-là, elle n'est qu'une toute petite expression, une toute petite partie de notre psychisme, une partie émergée d'un iceberg qui est beaucoup plus grand, ou l'avant-scène de quelque chose. Alors, pour essayer de répondre à cette question de avec qui on fait un enfant, et surtout, parce que c'est surtout ce terme qui m'a beaucoup arrêté, comment on choisit un partenaire de reproduction, production, reproduction, je veux dire, on n'est pas trop dans le romantisme. On est plutôt dans un univers qui s'est déjà déterminé du côté de l'industrialisation, de la répétition.
Et c'est ces questions-là que je voudrais essayer pour lesquelles je voudrais essayer de donner quelques pistes. Avec qui fait-on un enfant? La psychanalyse nous a appris, Monsieur Freud, parce qu'il s'est intéressé, qu'il a commencé à écouter les gens parler, il a découvert que derrière nos choix, derrière justement notre illusion de maîtriser ce qu'on fait, il y a des émotions inconscientes qui nous travaillent. Ces émotions, quand il s'agit de choix de partenaires, de choix amoureux, elles sont des avatars de notre position oedipienne. Alors je parle de position oedipienne, peut-être que dans quelques décennies, ce sera quelque chose qui appartiendra à la préhistoire d'une nouvelle humanité, mais pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, on est encore des êtres oedipiens. C'est-à-dire que dans le fond, la manière dont on a aimé et détesté chacun de nos parents va participer de la manière, d'une part, dont on va se sexuer, et d'autre part, de la manière dont on va choisir nos partenaires. La difficulté, c'est que pour Freud, il y avait papa-maman, et que donc, quand il en parle, on voit des personnages en chair et en os devant nous. C'est pas aussi simple que ça. Grâce aux découvertes de la linguistique qui ont été réinvesties dans la psychanalyse, on a une vision un peu différente des choses parce qu'on peut penser différents éléments, et en particulier le père, dans trois registres. Le père symbolique, le père imaginaire, le père réel. Le père symbolique, c'est celui qui va permettre, par une métaphore qui va substituer à ce qu'il en est de notre origine, c'est-à-dire quelque chose de pulsionnel, de le métaphoriser en quelque chose de symbolique et de faire entrer par ce biais-là, sous le stempel du nom du Père, de faire entrer par ce biais-là le petit homme dans la parole, dans le langage, dans ce qu'on appelle l'ordre symbolique. C'est ce Père symbolique qui est le soutien du fameux interdit de l'inceste. C'est lui qui nous met dans une loi. Et heureusement, parce que si on n'était pas dans une loi, ben on serait tous fous. On a besoin de cette loi. Le père imaginaire, c'est papa. C'est celui que je me fantasme comme père. Et c'est aussi celui que ma mère s'est fantasmé comme père pour moi. Ça donne des choses assez bizarres. Et si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un père imaginaire côté la maman, ben regardez par exemple, à certaines époques, combien d'enfants se sont appelés Johnny. Ça permet de savoir quel était le père imaginaire avec lequel elles ont fait leur enfant. Le père réel, ben c'est le père de la réalité. C'est celui réellement qui est là, présent. Et puis c'est quelque chose qui s'épure pour devenir l'incarnation même de cet élément du réel. C'est-à-dire à la fois, il est le père comme mort, comme cadavre, hein, vraiment le réel du corps. Mais il peut être aussi conçu, et je trouve que c'est très intéressant par rapport aux réflexions qu'on peut faire ici, comme le spermatozoïde. C'est-à-dire le réel du père, pardon, pas du porc, mais on en a suffisamment entendu parler ces derniers temps, le réel du père, en dernière intention, c'est le spermatozoïde. Donc voilà, les choses sont introduites de cette manière-là, et ça nous permet d'entrer dans le débat. Une petite chose, toujours importante quand on parle de ces aspects-là de notre être, les éléments qui déterminent nos choix, les éléments qui sont de l'ordre de nos désirs, sont des éléments inconscients. Nous sommes des êtres conscients, nous vivons avec notre conscience, mais les choses dont on peut parler pour essayer de comprendre ce qui nous agit, ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait du bien, sont des éléments inconscients. Donc ils ne viennent pas perturber notre vie. Le fait qu'on ait choisi un partenaire à l'image de sa mère, tout est possible, c'est pas ça qui va perturber notre vie. Par contre, si on a des questions autour de nos choix, alors un travail analytique permet d'aller y regarder de plus près. Hein, donc pas d'inquiétude quant au fait qu'on ait des motivations inconscientes. Par contre, et c'est là que les choses deviennent complexes, dès lors qu'on introduit la PMA, c'est-à-dire dès lors que c'est médicalement assisté, eh bien, tout ce qui agit l'être humain n'est plus tout à fait inconscient. C'est une des particularités de la PMA. Ce qui est implicite
ou ce qui plutôt était implicite, parce que ça a changé beaucoup de choses, ce qui était implicite dans les relations humaines, dans les relations amoureuses, dans les désirs d'enfants, devient explicite, puisqu'on n'y arrive pas. Vous vous rendez compte, ça fait 18 mois qu'on essaye et ça ne marche pas. Alors on va aller voir quelqu'un et on va avoir une demande explicite d'enfant. À partir du moment où la PMA est intervenue dans nos sociétés, quelque chose change radicalement. Je veux dire, l'enfant n'est plus le fruit de quelque chose, le produit du hasard, d'une coucherie. Il est quelque chose qu'on peut demander, exiger, fabriquer, produire, reproduire. On est dans ce système-là. Et ça a beaucoup contaminé notre vision de la procréation, notre vision de la filiation. En plus, dans l'AMP, dans l'aide médicale à la procréation, puisque ça se dit dans les deux sens, dans l'AMP, on fait un enfant avec beaucoup de monde. Si on se demande avec qui on fait un enfant. Autant sous la couette, en principe, on a un partenaire et puis on a ce qui se passe dans nos fantasmes, mais dès lors qu'on est dans un processus de procréation médicalement assistée, il y a toute une équipe. Il y a le gynécologue, il y a la sage-femme, il y a le biologiste, il y a éventuellement le généticien, etc. Ça fait beaucoup de monde, qui n'est pas toujours d'ailleurs très précisé. Parfois, c'est tout un univers de blouse-manches anonymes. Mais en tous les cas, on n'est plus seul. Et d'ailleurs, et je reviendrai là-dessus parce que c'est un élément qui me semble absolument fondamental dans toutes ces questions-là, le père n'y a pas beaucoup de place. L'équipe se substitue pas mal à la position de l'homme dans cette histoire. Et alors, si on parle de partenaires de reproduction, on est tout de suite dans un autre registre que celui de la procréation. Là, on pourrait dire, il n'y a pas de place pour le romantisme, et effectivement, la question, c'est cherche spermatozoïdes beaux et intelligents, qu'on pourrait mettre dans les petites annonces, et on n'a plus vraiment de gêne, ou plutôt c'est avec de la gêne qu'on va dire que mon choix va plutôt se porter sur ton chromosome que sur quoi que ce soit d'autre qui pourrait m'attirer en toi. Au bout du compte, on arrive à quoi? Une dissociation, un véritable clivage entre l'amour et la procréation. Ça, c'est quand même une question intéressante. On n'a pas besoin d'être complètement pris dans le romantisme, mais quand même, depuis des siècles, l'idée qu'il y avait quelque chose entre l'amour et faire des enfants était quand même, ça faisait partie de notre vision du monde. Ça s'est fait très doucement, mais ça s'est fait. La contraception, elle a introduit le clivage entre la sexualité et la procréation. Les PMA introduisent le clivage entre la procréation et la sexualité. Et maintenant, on a des générations qui n'ont connu que ce clivage et qui donc peuvent penser que faire des enfants et être amoureux, ça n'est pas dans le même registre. Et ce clivage se met en place. Et puis, avec les progrès techniques, avec les images d'avenir qu'on nous propose, l'idée qu'on va pouvoir maîtriser le devenir, la création de son enfant, qu'on va pouvoir choisir, décider de tout, avec qui, quand, comment, mais aussi de pouvoir choisir son sexe, son aspect physique, son intelligence. Je veux dire, il n'y a pas photo avec l'aléatoire de la relation habituelle. Plus de romantisme, d'amour, plus de mystère, mais bien ce qui se rapproche de plus en plus d'un choix dans un catalogue. Bien qu'on sache qu'on ne maîtrise rien à cet endroit-là, l'idée est là, le fantasme est là. Et il y a un risque, ça c'est une première étape, il y a un risque que progressivement le père réel, le spermatozoïde, le père mort, prenne le pas sur le père imaginaire et même sur le père symbolique. Ça veut dire que dans cette évolution de la pensée, il y a un risque progressivement que ce qui nous introduit dans la loi, dans le langage, soit touché. On a déjà parlé d'Huxley, je suis aussi très fanatique de cette vision quasiment prophétique qu'il avait de nos sociétés. Je veux dire, aujourd'hui, l'idée d'avenir de la procréation, c'est quand même l'ectogénèse avec choix de gamètes
et diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire l'idée d'une maîtrise absolue d'une procréation sans corps, sans sexualité et entièrement maîtrisée. Ça a l'air comme ça très réjouissant, c'est, en ce qui me concerne, extrêmement angoissant. La PMA, qui a été un progrès médical, qui pouvait réparer des erreurs de la nature ou des erreurs chirurgicales, elle est aujourd'hui prise en pince entre les évolutions sociétales et la loi du marché, parce que celle-là, elle a aussi son mot à dire, c'est la production. La loi du marché, elle est là. C'est plus la possibilité d'une réparation qui est mise en avant, c'est l'idée d'un vecteur d'égalité. Tout le monde a le droit à un enfant et la science peut le donner. Alors après, le tout le monde, on l'a repéré tout à l'heure, ça s'exprime de manière un peu bizarre. La PMA pour toutes, pas pour tous. On en est encore loin, enfin j'espère. La PMA ouverte à toutes, avec cette idée jusqu'à pouvoir faire un enfant avec personne. Il y a un certain nombre d'années, je ne saurais plus le dire, mais toi tu saurais sûrement le dire encore, il y avait une jeune Anglaise qui avait voulu, alors qu'elle était vierge, se faire inséminer, et ça avait fait un scandale considérable sur toute la planète, ça ne choque plus personne. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse faire un enfant toute seule, un enfant sans père, ne choque plus personne. Donc je pense qu'à partir de ces petites considérations, on pourrait voir dans la synergie entre les évolutions sociétales et les progrès de la PMA quelque chose qui toucherait à la consommation du meurtre du père. Alors, il y en a eu un très très vieux meurtre du père, le père de la horde primitive. Mais là, c'est vraiment l'exclusion de la question du père comme tiers de notre univers sociétal. J'ai remarqué, en lisant beaucoup de choses ces derniers temps, conférence oblige, que dans différents argumentaires, l'ordre symbolique est rangé sur le même plan que l'ordre religieux. Et dans l'ordre religieux, dans ce qu'il y a de plus péjoratif, intégriste. Ça tient sûrement à des excès de langage d'un certain nombre de psychanalyses, mais pas que ça. Or, c'est justement de langage dont il est question. Le langage, il est fondé sur l'opposition distinctive et non sur une égalité. Le signifiant, c'est-à-dire l'organe minimal de ce qui nous fait parler, c'est la différence par excellence. Le problème du registre symbolique, le problème des enjeux de parole à l'intérieur du langage, c'est que c'est quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire, d'où on parle, comment on réfléchit, comment on pense, on peut faire des autopsies tant qu'on voudra, on ne trouve pas quelque chose qui est montrable à cet endroit-là. Autre problème qui rend les choses difficiles dans cette approche, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la reproductibilité. Ce qui fait qu'on est toujours à la marge de toutes les dimensions dites scientifiques. Donc, quelles que soient les questions auxquelles je serai soumis, je ne peux jamais vous dire qu'est-ce qui va se passer quand on touche à ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que ça ne peut pas être neutre. On touche à des choses qui sont au fondement de nos structures, ça ne peut pas être neutre. Alors, pour conclure, de ce fait, et de tout ce que j'ai pu amener jusque-là, les conséquences des atteintes du processus de la filiation ne sont pas à rechercher d'abord dans la santé psychique des enfants. On peut les tester, on peut les examiner, ce n'est pas là qu'on verra quelque chose. Là où c'est à rechercher, c'est dans les atteintes de la langue. Dans les atteintes de la langue que produisent toutes ces choses auxquelles on est en train de toucher. Et en particulier, une très forte, c'est l'atteinte de l'architecture généalogique. On est structuré par la place que nous avons dans une généalogie. L'introduction de la confusion dans cette structure, de figures qui sont innommées, de figures qui sont improbables, peut introduire des troubles importants de l'insertion dans le langage et dans la parole. Mais aussi, et peut-être qu'on le vit déjà, ça peut progressivement altérer le langage lui-même, blesser le grand autre, ce trésor de nos signifiants. La disparition des enjeux de la relation amoureuse, de la place de l'amour et du désir dans la procréation est un autre facteur délétère.
De quel amour, de quel désir suis-je le fruit? Je vous remercie. Merci à tous les On va donner la orateurs. parole à la salle. Il y a 2 micros, l'un est porté par Aurélien au fond, l'autre par moi-même. Je vous rappelle les règles du jeu du forum pour que on arrive, en tout cas que ceux qui ont envie de s'exprimer puissent le faire. C'est qu'on se lève de manière à ce qu'on puisse être filmé, on se présente et les questions ne doivent pas dépasser 1 minute, sans quoi on entre dans autre chose que l'habitude de la forme littéraire du forum. Donc levez la main et lorsque vous levez la main et par ordre chronologique, on va essayer de faire en sorte que la plupart de ceux qui ont envie de poser des questions puissent le faire. La parole est à la salle. Et puisque vous êtes timide, je vais lancer la première question. Mais on est habitué à votre timidité, ça va se dégripper après. Il y a quelque chose d'ambigu, cher Daniel, dans ce que tu viens de dire. C'est que tu dis d'une main, je ne suis pas capable de prédire, et pourtant tu prédis. Quoi? Et donc tu prédis qu'il pourrait y avoir des altérations du langage, Oui. il pourrait y avoir une dissociation et des ambiguïtés sur l'affiliation, et il pourrait y avoir, peut-on être contre un tsunami? Je suis contre la mondialisation. Je suis contre, ça fait plein d'ennuis. Il y a 2 attitudes face à la mondialisation, l'accepter, essayer d'en comprendre les conséquences et de les minimiser. L'autre attitude, c'est d'être contre et d'être insoumis. Face à ce qui est en train de nous arriver en matière de reproduction, on peut être contre. On a bien compris que tu es contre. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Non, au titre de paraître, je suis ni pour ni contre. La question effectivement ne se pose pas puisque c'est là. Je veux dire, ça servirait à rien de se positionner de cette manière-là. Ce que je considère comme important, on va dire comme ça, c'est d'essayer de donner des pistes de réflexion sur ce qui est en train de se passer, hein, et ce que chacun d'entre nous d'abord peut réaliser, comment il peut réagir par rapport à ce qui est en train de se passer. Je veux dire, on est en train de se jeter à cœur perdu dans un certain nombre de choses qui modifient, on disait tout à l'heure, problème anthropologique, hein, qui modifient la manière dont l'homme s'est toujours positionné, articulé dans une société donnée, et je trouve que on ne regarde que la prouesse technique. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire, ça peut se faire, donc ça se fera. Je ne vais pas dire que je prophétise des choses, j'essaye de questionner des choses. Et un des éléments qui sont en jeu, me semble-t-il, c'est ce qui structure notre langage. Bonjour, Muriel Vaupré, professeure au lycée Jeanne d'Arc de Thonon-les-Bains, qui revient maintenant depuis 3 ans, c'est la 3e année qu'on est là, pour assister à vos conférences qui sont bien intéressantes et qui font poser des questions justement à nos jeunes. Je voulais savoir, est-ce qu'on a des moyens de contrôler, par exemple, du don d'un sperme, s'il n'y a pas un don incestueux? Puisque on parle de langage, donc on donne un spermatozoïde, voilà. Est-ce qu'on a les moyens de le contrôler finalement? Parce que ça ne nous interroge pas plus que ça, en fait. Ça serait possible de le faire, oui, bien entendu, puisqu'on peut regarder si il y a ce qu'on appelle les microsatellites qui sont communs à ce spermatozoïde et à l'ovule auquel il va être associé. Ça peut se faire, oui. Ça peut se faire, mais ce n'est pas fait. Mais ce n'est pas fait, mais ça peut se faire, oui.
Et d'ailleurs, c'est une question qui a été posée à propos de dons de sperme anonymes, où des gens se sont retrouvés par hasard dans un couple, et où c'était, je crois, un frère et une sœur, et qui se sont retrouvés ensemble, avec le même père. C'est quelque chose qu'on a entendu récemment, j'ai lu un article dans Le Monde récemment là-dessus. Effectivement. Oui, bonjour. Avec qui fait-on un enfant? C'était le thème de l'exposé. Et j'ai surtout remarqué qu'on mettait l'accent sur faire au sens de volonté, c'est-à-dire avec qui ai-je la volonté de faire un enfant. Et on oublie souvent que beaucoup d'enfants, malgré tous les moyens contraceptifs qui peuvent exister aujourd'hui, sont le fruit, on va dire prosaïquement, d'accidents, pour ne pas dire autre chose. Et donc, j'aurais bien aimé, je regrette, que l'on n'ait pas mis l'accent sur toutes ces personnes, essentiellement féminines, animées d'intentions vénales, qui pensent à coller un mouflet à un individu souvent issu d'un milieu beaucoup plus favorisé qu'elle. J'aimerais bien savoir pourquoi ce point-là n'a pas été développé particulièrement. Oui, Monsieur, avez-vous un gilet pare-balles? Oui, absolument. D'abord, tu veux répondre? Puisque bon, on va mettre de côté la dimension sexiste du propos, mais tout de même, dans l'histoire de nos sociétés, c'est plutôt les femmes qui ont pâti du désistement des pères que l'inverse. Et j'en profite pour dire qu'au fond, quand on a dit que des femmes seules arrivaient en PMA en demandant de faire un enfant, il ne s'agit pas de faire un enfant sans personne, il s'agit de faire un enfant sans père, ce qui est très différent. Et peut-être que le changement auquel on assiste, c'est que dans l'histoire, les femmes ont beaucoup pâti de faire des enfants sans père. Hein. Être un bâtard, être la mère d'un bâtard, c'était très dur. Maintenant, elles choisissent, c'est ça la différence. Elles ne pâtissent plus, elles choisissent. Mais aucune d'entre elles n'a l'idée qu'elle fait un enfant sans personne. Ça, c'est très différent de faire un enfant sans père et sans personne. Non, passons, s'il vous plaît. Il y a une discipline dans le forum. On ne reprend pas la parole et passe en micro. Est-ce qu'il y a une question de l'autre côté? Non? Qui souhaite? Oui, madame. Oui, bonjour, Fanny Van Aert. Moi, j'avais juste une question de langage. J'étais intéressée par le professeur Le Breton quand vous avez dit que les stérilités n'étaient pas une maladie. Voilà, c'est juste de préciser ça ou d'avoir l'avis des médecins là-dessus, parce que ça a quand même un impact dans les décisions juridiques aujourd'hui, ou dans les discussions qu'on a de la prise en charge ou pas des stérilités au pluriel. Merci. Oui, la stérilité n'est pas une maladie. D'ailleurs, pour moi, c'est davantage une question qu'une réponse, puisqu'il y a d'innombrables formes de stérilité, que déjà dans les années 80-90, beaucoup de féministes et de psychanalystes également avaient dénoncé un usage extrêmement étendu des PMA pour des femmes ou des couples qui ne le méritaient absolument pas, simplement qui étaient dans une volonté d'urgence, dans une volonté aussi de contrôler, une espèce de volonté d'enfant, en ne laissant pas le temps faire son œuvre. Et bon, moi-même, j'ai raconté énormément d'histoires, d'anecdotes. Je pense à cette comédienne qui était stérile, apparemment stérile, qui se prête au PMA. Ça ne marche pas du tout. Elle arrête. Et puis quelques années après, elle parle à l'un de ses amis. C'est Annie Dupéret, voilà. Elle en parle dans l'un de ses livres et elle parle à l'un de ses amis de sa stérilité, qui lui répond. Je ne sais pas quoi, je ne sais plus d'ailleurs si Annie Dupéret le dit, mais en tous les cas, ça fait en elle un bouillonnement intérieur absolument extraordinaire, et elle est enceinte dans les semaines qui suivent. Bon, il y a plein d'anecdotes comme ça, évidemment. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'ailleurs d'aller contre les PMA, bien entendu, mais simplement de les interroger, et puis aussi de m'interroger sur leur usage un peu quand même trop extensif dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, mais en tous les cas, ce n'est pas une maladie, effectivement.
J'entends dans la notion de maladie, c'est la possibilité de guérison. Et donc si on admet que la stérilité est une maladie, donc on pourrait la guérir. Mais je pense que donc on est dans tout à fait autre chose que ça. On n'est pas dans une maladie avec une guérison possible. Ça peut être conçu comme une maladie dans la mesure où ça induit une souffrance extrêmement importante, au moins une souffrance psychique parfois très très importante. Maintenant, il y a l'autre niveau dont on peut discuter à perte de vue, c'est est-ce que c'est une maladie dont les traitements doivent être, par exemple, remboursés par la solidarité nationale. Par exemple, à ce niveau-là, la discussion pourrait être ouverte. Mais incontestablement, la stérilité, quand elle est étayée par de nombreuses années au moins de décès, est une très grande souffrance pour un couple. Et si on dit maladie, on pourrait dire à ce moment-là qu'on a le droit de la guérir, et si on a le droit de la guérir, on a le droit à un enfant. Et ça, c'est autre chose comme question. Est-ce qu'on a toujours le droit à avoir un enfant? C'est une question supplémentaire. Oui, bonjour, Cécile Legrand, je suis psychologue clinicienne et j'avais une question à vous poser, Monsieur Lemler, à propos de la loi. Il me semble que vous avez dit, heureusement qu'il y a la loi, sinon on serait fou. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et je voulais vous demander, dans le domaine bioéthique, la loi évolue vite, puisque tous les 4-5 ans, c'est remis sur le tapis. Est-ce que l'évolution rapide de la loi ne risque pas de faire le même effet pour nous tous que l'absence de loi? La loi dont je parlais là, à cet endroit-là, c'est la grande loi, c'est-à-dire justement la loi d'interdiction de l'inceste, celle qui nous introduit dans le langage et dans la parole, et qui fait de nous des êtres parlants, qui nous situe dans l'articulation d'une chaîne généalogique vis-à-vis de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles, de nos tantes, qui nous met à une place donnée. C'est pas la petite loi. La petite loi, elle a une autre fonction. Bon, elle a une fonction de régulation sociale, elle permet aussi aux individus de se reconnaître les uns par rapport aux autres, mais ce n'est pas le même... C'est-à-dire, la petite loi, elle peut nous rendre cinglés, mais elle ne va pas nous rendre fous. J'ajoute, Madame, que nous avions le choix dans notre pays et il y a eu beaucoup de gens qui ont argumenté pour que cette loi ne fût pas révisée. Et je trouve qu'avant, elle était révisée tous les 5 ans, c'était peut-être trop court. En fait, la cadence a été une révision tous les 10 ans, et on est actuellement sur une cadence de 7 ans. Ça entraîne un bouillonnement de réflexion dans notre pays qui, de mon point de vue, est fort utile, car on discute de ces choses-là, que le pays devient, pendant la loi, le moment de la révision de la loi, on fait des états généraux de la bioéthique, même si... En 2011, on n'a pratiquement rien changé à la loi. Donc, à titre personnel, je me suis battu pour que cette loi soit révisée contre des gens qui disaient « Ah non, il faut la réviser au cas par cas de temps en temps ». Or, la bioéthique a toujours été considérée par les politiques comme quelque chose qu'il ne fallait pas trop toucher, que c'est vécu comme un brandon. Donc, je trouve que c'est bien que la loi soit révisée de manière systématique. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je m'appelle Arthur, je suis étudiant en médecine. Je voulais savoir si la PMA et la GPA étaient perçues comme forcément mieux par rapport à l'adoption pour les couples de même sexe. Est-ce que c'est est-ce que la PMA est une évidence par rapport à l'adoption? Qui veut répondre? Je peux peut-être répondre. Je vais essayer de répondre. Je pense que ce sont deux alternatives, et comme pour les couples hétérosexuels, ce sont aussi deux alternatives. La question est plutôt quelle ouverture offre l'adoption à des couples de même sexe? Et là, les couples de même sexe peuvent s'affronter à des discriminations. Donc, un certain nombre envisagent que cette voie est plus difficile que la PMA, même si la PMA est strictement encadrée, réservée aux couples hétéros. Dans notre pays, elle ne l'est pas dans d'autres pays. Donc quand il s'agit d'une adoption, par exemple, internationale,
effectivement, les couples homosexuels ne sont pas toujours les bienvenus pour l'adoption. Donc c'est plus compliqué. Ils peuvent être discriminés même en amont de ça. Donc effectivement, la PMA, du coup, semble être une solution plus simple de ce point de vue. Après, il faut aussi prendre en compte l'idée qui peut-être anime beaucoup d'entre nous, qu'on a envie, au moins partiellement, d'avoir un lien biologique avec ses propres enfants. Mais ça, c'est tout un chacun qui se détermine par rapport à ça. J'ajoute qu'il n'y a pratiquement plus d'adoptions disponibles. Il y a de cela une dizaine d'années, il y avait 6500 enfants adoptés en France par an par le biais de l'adoption internationale. On vient de passer l'année dernière en dessous de 900. C'est-à-dire que l'adoption internationale est tarie par une loi qu'on ne peut que valider, qui oblige les pays qui signent cette convention d'Helsinki à faire en sorte que les enfants qui sont abandonnés dans un pays vont être adoptés dans le même pays, cherchant à mettre fin à l'horrible trafic d'enfants. Comme vous le savez, il y a des enfants qui sont volés dans certains pays et adoptés chez nous par des gens qui payent le prix fort. Pour mettre fin au trafic international d'enfants, la Convention d'Helsinki, qui est signée de plus en plus par tous les pays du monde, les seuls pays qui ne l'ont pas encore signée sont, si j'ose dire, les endroits où on peut encore adopter. Il y en a de moins en moins. Et donc, aujourd'hui, moi qui proposais souvent l'adoption en consultation, et du temps où ça marchait, c'était une solution parce qu'il n'y avait pas besoin d'affronter la médecine, la PMA, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je dis aux gens d'adopter, de les tromper parce qu'ils vont se heurter à un mur infranchissable. Et ce n'est pas tout. L'adoption, c'est quand même une rencontre de souffrances. La souffrance de l'enfant et la souffrance d'un couple qui adopte. La procréation médicalement assistée, c'est pas du tout la même chose. C'est un objectif qui est positif d'emblée et il n'y a pas de souffrance à la clé. Ni pour le bébé qui va naître, ni pour le couple, qui certes est dans une démarche difficile, mais dans une démarche très positive depuis le début. J'aimerais rappeler qu'il n'y a pas de lien biologique, hormis dans un fantasme de la biologie aujourd'hui, mais bon, la biologie, évidemment, alimente énormément nos imaginaires contemporains. Je pense que dans toute relation avec un enfant, il y a une adoption mutuelle, c'est-à-dire l'enfant adopte ses parents et ses parents adoptent l'enfant, quelles que soient les circonstances de ses mises au monde. Et puis, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à Daniel, parce que je partage à la fois complètement sa sensibilité, mais je pense évidemment qu'il n'y a pas une loi avec un grand L, une loi symbolique qui serait absolument universelle. Je pense qu'elle se décline de manière très différente d'une société humaine à une autre, et même d'une période de l'histoire à une autre. Donc ce n'est pas forcément une fin de l'humanité qui est devant nous, évidemment, même si je regrette, comme toi, le monde qui vient, mais c'est simplement une métamorphose profonde qu'on est en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, ne serait-ce que les portables, puisqu'on ne peut plus marcher dans la rue sans croiser des millions de gens qui marchent les yeux devant leur écran. Donc ça, c'est une transformation, par exemple, extrêmement profonde du lien social qui ne semble poser aucun problème. Mais je pense que dans les années à venir, nous allons être confrontés à beaucoup d'autres transformations de cet ordre-là. Le monde change, c'est ce qu'avait pointé d'ailleurs Huxley et d'autres. Il y a une acceptabilité grandissante d'un certain nombre de technologies qui commencent par poser énormément de problèmes et puis qui sont complètement adoptées de manière familière et qui en effet transforment progressivement le monde et l'humanité aussi. Bonjour, Marianne Erny, je suis une ancienne infirmière du CMCO, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Alors ma question, souvent les enfants, quand ils arrivent à l'adolescence de pères inconnus, se posent énormément de questions. Qu'en sera-t-il des enfants nés de dons de spermatozoïdes? Quand ils arriveront à l'adolescence, ils chercheront leur père. Daniel. Effectivement, des choses. Il y a des gens qui cherchent leurs origines. Ce ne sont plus des adolescents, ce sont des adultes. Et donc, c'est toute la question, effectivement, de l'anonymat des donneurs et de la place que souhaitent accorder aux donneurs. Les donneurs ne sont pas des parents. Ils sont des géniteurs, c'est-à-dire qu'ils ont permis la naissance de l'enfant. Et on ne peut pas faire comme si cette action était rien du tout.
participer à la création, à la naissance d'un enfant, c'est important. Maintenant, à quelle place les mettons? Je pense que, et d'ailleurs, les recherches qui ont été faites sur ces adultes, ces enfants qui recherchent leurs origines, ils recherchent bien leurs origines, c'est-à-dire qui a participé à leur naissance. Mais ils ne recherchent pas des parents pour autant. Donc ils ne recherchent pas des pères. Ils recherchent effectivement leur donneur, leur géniteur, pour le mettre dans une certaine place dans leur histoire et reconstruire leur généalogie aussi avec cette personne. Mais effectivement, cette personne n'est pas réductible à ses gamètes. Et c'est tant mieux. Maud, tu veux répondre également ? Oui, parce que ça pose la question du droit d'accès aux origines, qui se pose aussi, et de manière plus intense, je dirais, dans le cadre de l'adoption et dans le cadre de la naissance, l'accouchement sous X. Dans le cadre du don de gamètes, en France, la question, pour l'instant, est réglée, puisqu'il y a un anonymat absolu qui ne peut pas être levé. Donc ces personnes-là n'auront pas de réponse à leurs questions. Ces enfants sont-ils en souffrance ou non? Ça, c'est pas moi en tant que juriste qui peut répondre à cette question, mais je crois que ça a été des questions qui ont déjà été posées et il est très difficile, bien évidemment, d'y répondre, puisque on constate notamment que les personnes qui sont en recherche du donneur de gamètes sont souvent dans une histoire complexe et notamment avec leur père. Donc c'est une question qui reste en suspens. Par rapport au droit d'accès aux origines, ce qui est intéressant, c'est de constater que en Europe, la majorité des pays ont levé l'anonymat pour consacrer le droit d'accès aux origines. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle aussi, consacre le droit d'accès aux origines. Pour l'instant, elle n'a pas condamné la France en disant qu'il fallait lever l'anonymat, mais ça pourrait venir. Et donc, on sera peut-être obligé, dans un futur proche, de lever l'anonymat et de permettre aux enfants d'accéder à l'identité du donneur, ce qui posera des questions évidemment quant au nombre de donneurs, puisque bien évidemment c'est pas pareil de donner de façon anonyme et de savoir qu'une personne 18 ans plus tard peut frapper à la porte en disant coucou, c'est moi que voilà. Alors là encore, ça va être débattu plus tard, dans quelques jours au forum. Peut-être juste une information, vous avez peut-être tous entendu parler de cette histoire, mais l'anonymat du don de gamètes, il y a un jeune homme qui a été conçu, un monsieur qui a maintenant 25-30 ans, qui a été conçu par don de spermatozoïdes et qui voulait absolument connaître ses origines. Et il a fait un test aux États-Unis, simplement et a demandé à la banque de données génétiques américaine 23andMe, qui est la plus répandue, s'ils avaient dans leur énorme fichier mondial, mais en disant qu'il était probablement, son donneur était probablement français, s'il y avait des marqueurs ou des marqueurs génétiques qui ressemblaient à son propre génome. Et la banque américaine, qui est située dans l'Ouest américain, a répondu oui, mais il y a un Tartampion qui est en Angleterre, qui a des satellites, qui a un polymorphisme qui ressemble. Et voilà son nom. Ou peut-être ils ont demandé l'autorisation d'ailleurs à ce monsieur, j'imagine, d'être contacté par l'autre monsieur. Et donc ce jeune homme a contacté ce monsieur en Angleterre et lui a raconté son histoire. Et ce monsieur en Angleterre lui a dit « Oui, j'ai un cousin qui habite votre région, qui a un âge qui pourrait correspondre à celui de votre père, et voilà son nom. » Il l'a contacté, il a effectivement retrouvé son géniteur. Vous voyez dire, à l'insu des lois de notre pays. Et cette pratique, j'allais dire, de banque de notre génome, au sens large du terme, va probablement se répandre de plus en plus, tout simplement parce qu'on va être malade et que plus tard, quand on aura besoin de notre génome pour pouvoir nous soigner, enfin de certains marqueurs, et je veux dire, on va pouvoir croiser les gens. D'ailleurs, actuellement, quand vous faites ces tests-là, on vous dit vous êtes tant et tant néandertal, vous êtes tant et tant de telle ethnie, etc. Donc que les gens le veuillent ou non, ils pourront retrouver leurs origines.
Je pense à un couple qui a fait une procréation médicalement assistée et dont le gamète était un homme d'origine nordique, et en fait on s'est rendu compte que ce monsieur avait donné naissance à des enfants, d'autres unions par son don de gamète, mais qui aboutissaient à une maladie génétique. Et donc une dame à Strasbourg a été contactée pour vérifier si son bébé, cette petite fille, était ou non porteuse de cette pathologie. Donc en fait, on peut arriver aussi à trouver, par ces dons de gamètes, des pathologies qui ont été transmises à d'autres enfants. Un petit détail, Arthur Kermalvezen, dont tu viens de parler, qui a une 40aine d'années, viendra vendredi, intéressé qu'il est par la table ronde sur l'anonymat des dons de gamètes, et il sera présent. Oui. Par rapport à ces questions-là, tu disais que tous les enfants sont adoptés, ça c'est un avis que je partage tout à fait, et même parfois extrêmement tardivement. J'ai déjà eu l'occasion dans mon travail de rencontrer des enfants qui ont été adoptés extrêmement tardivement, même par leur mère biologique, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a un autre facteur qui existe et que je pense vous connaissez tous. Et tu ne parles pas du préposé là. Tu parlais d'un facteur. Voilà. C'est le roman familial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chacun dans votre histoire, il y a un moment où on se fait un roman familial, où par exemple on se dit que ses parents, c'est pas ses parents, de toute façon ils sont pas chouettes, ils sont pas sympas, et qu'en réalité on est l'enfant d'un milliardaire ou d'une star ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est le corrélat quelque part de cette histoire, ce roman familial. Or il se trouve qu'aujourd'hui, ce roman familial, il est concret. C'est la même chose que je disais tout à l'heure entre l'implicite et l'explicite. C'est-à-dire qu'on va fantasmer quelque chose de ses parents géniteurs et qu'on va essayer de retrouver quelque chose à travers eux. Je suis pas du tout sûr. Je suis pas sûr. Encore une fois, c'est pas que je suis contre. Je suis pas sûr que ça va vraiment aider de pouvoir trouver quelque chose dans la réalité concrète. Je veux dire, on a un imaginaire, on vit avec lui. Je crois qu'on oublie beaucoup que ce qui fait de nous des singularités, ce qui donne nos qualités, ce qui donne parfois nos dons, ou voire notre génie, c'est la manière dont on gère tout ce qui nous constitue. Notre origine, notre corps, le rapport qu'on a au corps, le rapport qu'on a au monde, c'est tous ces éléments-là qui font de nous quelqu'un. Le fait de penser qu'on va tous les maîtriser et peut-être tous les uniformiser, je ne suis pas convaincu que ça va nous aider. Et encore une fois, je ne suis pas contre.